Bien, alors, je suis très heureux de vous accueillir. Je m'aperçois que la plupart d'entre vous, vous avez assisté au débat économique. Ça tombe bien. Pour les habitués des États de la France, je pense que vous avez remarqué cette innovation qui nous a conduit avec Denis à installer la conjoncture sociale juste après la conjoncture économique. Comme ça, le ballon ne fait pas une trop longue trajectoire, puisque évidemment, beaucoup des thèmes que nous avons abordés pendant la table ronde économique vont être abordés sous un autre angle au cours de cette table ronde. Franck Bassner, pour vous présenter en premier, vous dirigez l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Vous êtes donc, comme je l'annonçais tout à l'heure avec Wolfgang Glomb, le deuxième regard d'un ami allemand porté sur la situation française. Vous vous étiez d'ailleurs livré à cet exercice avec beaucoup de bonheur lors de la dernière édition des États de la France. Pierre Cahuc, vous êtes économiste, chercheur, professeur à l'École polytechnique et à l'ENSAE. Vous avez écrit de nombreux livres, dont l'un avait fait beaucoup parler de lui lors du dernier quinquennat, qui s'appelait « Les réformes ratées du président Sarkozy ». Vous êtes l'un des rares économistes d'origine qui se soit très clairement spécialisé sur les questions sociales. Jean-Claude Mailly, c'est la deuxième fois que nous avons le plaisir de vous accueillir aux États de la France. Je crois que la dernière fois, c'était à l'Assemblée nationale, si mes souvenirs sont exacts. Vous êtes secrétaire général de Force ouvrière, comme tout le monde le sait. Vous êtes évidemment ici comme dirigeant syndical engagé, ça c'est tout à fait évident, mais aussi, comme nos autres invités, en votre qualité de très grand expert de la chose sociale, puisque cette table ronde est une table ronde d'experts. Bernard Vivier, vous êtes économiste, historien, ancien journaliste, et vous dirigez l'Institut du Travail, l'Institut supérieur du Travail, pardon, un organisme qui, depuis plus de 40 ans, organise, j'allais dire, le carrefour entre le monde de l'entreprise et celui du syndicat, avec comme ambition de faire en sorte que ces deux mondes se comprennent mieux et travaillent mieux ensemble. Nous ne sommes pas loin des débats que nous avons déjà abordés tout à l'heure. Alain Dehaze, je vais vous donner la parole dans une minute pour ouvrir notre débat. Vous êtes, je le rappelle, président du groupe ADECO France, qui est partenaire des États de la France pour la première année cette fois-ci. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue. Auparavant, Ludo, si tu veux bien, tu vas rejoindre le pupitre et dans un exercice de synthèse dont tu as le secret, nous présenter les 2 ou 3 enseignements que tu tires de l'étude INSEAD, particulièrement adaptés à cette table ronde sur la conjoncture sociale. Merci Gilles, que je vais appeler Captain Hook, parce qu'il me prend le temps, donc je vais me méfier de Captain Hook derrière moi. Je vais être très rapide parce que j'ai dit l'essentiel déjà dans mon propos. Donc, si vous avez dans le rapport, ou si vous lisez le rapport, il s'agit du tableau 3, qui est l'analyse par le panel des critères de justice. Il y en a 3, et il n'y en a que 3 en fait dans le monde, mérite, égalité et besoin. Et là, le premier commentaire, c'est bien sûr un plébiscite de mérite, je l'avais déjà dit, dans la sphère économique, mais plus intéressant aussi, plus de mérite également dans la sphère sociale. Ce qui veut dire, eh bien, le revers du mérite, c'est la liberté d'action. Donc, plus de liberté, c'est la révolution sociale qu'appelait Michel Didier. Donc ça, je crois que c'est le point le plus important. J'attire aussi votre attention sur l'éducation. Quand il y a un plébiscite pour plus de mérite, plus d'égalité et plus de besoins, c'est que rien ne va. On ne peut pas rater tous les 3 critères de mérite. Et on peut se tromper de critères, mais si tous les 3 sont mauvais, ça ne va pas très bien. Donc mon commentaire, Gilles, c'est du panel, c'est redonner sa place au mérite également dans le social. Et si on dit plus de mérite, évidemment, l'inverse, c'est moins d'égalité. Donc donner plus de responsabilisation dans la sphère sociale et moins d'égalité de résultats, et donc être plus égal dans le sens liberté, égalité, fraternité, puisque dans liberté, égalité, fraternité, l'égalité de la devise française, c'est égalité d'opportunité et non égalité de résultats. Ensuite, le secteur de l'éducation, ça c'est très important, excusez-moi, c'est la crise. Merci beaucoup Ludo, et à tout à l'heure. Alain Dehaze, vous êtes attendu au pupitre pour ouvrir officiellement notre table ronde conjoncture sociale.
Mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les présidents, mesdames, messieurs, mes chers collègues, mes chers amis, comment concilier rigueur et bien-être social? À la lecture de ce titre et en préparation de notre table ronde, j'avais l'impression que les termes rigueur et bien-être social s'opposent. C'est effectivement cette impression que je ressens régulièrement dans nos activités ou dans mes activités et responsabilités de chef d'entreprise. Et j'espère de tout cœur que cette table ronde de ce jour contribuera à les rapprocher plutôt qu'à les opposer. Après avoir vécu et travaillé 5 ans en Allemagne, 3 ans en Suisse alémanique et dirigé l'Europe du Nord pour le groupe Adecco, je suis arrivé voilà un peu plus d'1 an en France. Fort de mon expérience Europe du Nord, il m'avait été demandé de fusionner 2 de nos sociétés et de mettre en place un plan de départ volontaire de 530 personnes. Une transformation lourde dans un environnement économique, législatif et politique compliqué. Nos intentions furent communiquées le 1er mars de cette année et notre plan fut ouvert, notre plan de départ volontaire fut ouvert le 1er août. Il se terminera dans 4 semaines, fin décembre. Soit une période d'info-consultation de 5 mois et une durée totale du plan de 10 mois pour ce rapprochement et ce plan de départ volontaire. Sur ces durées, mes collègues français sont en général surpris et élogieux. 10 mois pour un plan en France, c'est peu. Mes collègues étrangers sont, quant à eux, beaucoup plus critiques quant à la lenteur de la procédure. En Europe du Nord, on parle plus de 3 mois, voire à 6 mois. Alors, pour citer le président Delvoye de ce matin, sur ce sujet, la France, c'est déjà un pays du temps long. Et pour citer Christian Nibourel, sur le rêve, ce serait d'avoir un pays du temps court. Personnellement, j'ai été surpris par l'effet déstabilisateur auprès des collaborateurs de l'impossibilité, je dirais même plus, de l'interdiction, de leur communiquer les détails de nos plans. 5 mois sans détails sur la future organisation, sur les départs, sur les conditions de nos départs. Tout cela a généré beaucoup d'incertitudes et surtout beaucoup d'inquiétudes. Et pas simplement pour ceux qui souhaitaient partir, mais également chez ceux qui voulaient rester. D'une volonté d'un dialogue social protecteur, il en résulte un bien-être déstabilisé, et ce, comme je l'ai dit, auprès de tous les collaborateurs, ceux qui veulent partir et ceux qui veulent rester. À l'instar des bonnes pratiques de nos voisins du Nord, ne pourrions-nous pas essayer de raccourcir les délais de procédure et de favoriser une communication transparente auprès de toutes les parties prenantes? J'espère de tout cœur que cette heure 30 passée ensemble avec nos éminents experts, mais aussi les négociations en cours sur la sécurisation professionnelle, contribueront à concilier, voire réconcilier, rigueur du dialogue social et bien-être social. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Alain Dehaze. On est très attaché à avoir le point de vue du chef d'entreprise pour ouvrir nos tables rondes. Et c'est vrai que là, vous nous avez donné un cas d'école parfait qui sans doute va être pris dans les discussions qu'on va avoir, notamment sur cette fameuse négociation sur le contrat de travail et dans le cadre de la grande conférence sociale qui a été ouverte ici. Alors précisément, Jean-Claude Mailly, on va commencer avec vous, si ça ne vous ennuie pas. Quand nous avons préparé cette table ronde avec votre équipe, l'une de vos collaboratrices, on discutait et elle m'a dit moi la question j'aimerais bien la reformuler un peu différemment. Non pas comment concilier rigueur et bien-être social, mais nous on verrait mieux comment concilier austérité et dialogue social. Voilà. Alors moi je fais ce qu'on me dit, donc je vous pose la question et je la détaille. Est-ce que vous considérez que le gouvernement de gauche applique une politique d'austérité
et non de rigueur, puisque c'est probablement ça qui justifiait la modification de formulation. Est-ce que cela ruine, selon vous, toutes ces chances d'atteindre l'objectif de restauration du dialogue social que François Hollande s'est assigné, notamment avec cette grande négociation sur la réforme du marché du travail, dont vous êtes, à titre personnel, l'un des principaux acteurs? Écoutez, qu'est-ce qu'on entend par rigueur? Communément, dans notre pays en tous les cas, le terme de rigueur est bien souvent assimilé à l'austérité, où on n'ose pas parler d'austérité, on emploie le terme de rigueur. Si la rigueur c'est bien géré, tout le monde peut être d'accord sur le terme de rigueur. Mais bien souvent, le terme de rigueur est employé comme cache-sec, je dirais d'une certaine manière, d'une politique d'austérité. Et de fait, c'est pas simplement en France, à des degrés divers, nous sommes dans des logiques d'austérité économique, notamment au niveau européen. Et je crois que, enfin ça a été évoqué, je n'ai pas entendu toute la table ronde tout à l'heure, mais une partie, notamment la conclusion, nous sommes en France, en Europe et dans le monde dans une crise systémique du capitalisme qui est loin d'être terminée, qui pose des problèmes de résolution de cette crise à la fois au niveau international, à la fois au niveau européen, à la fois après dans chacun de nos pays, et on en est loin d'être sorti. Mais si on regarde les choses, ne serait-ce qu'au niveau européen, on est en France comme ailleurs, dans des logiques d'austérité, certes, à des degrés divers. Nous ne sommes pas dans la situation ni de la Grèce, ni de l'Espagne, ni du Portugal, mais nous sommes dans des logiques d'austérité. Et donc, j'entendais tout à l'heure qu'on parlait par exemple de la révision générale des politiques publiques. Alors on peut changer la méthode, mais elle perdure aujourd'hui. Elle perdure et quand on entend par exemple le gouvernement sur le crédit d'impôt annoncer 20 milliards d'aide fiscale d'une manière ou d'une autre, et que ces 20 milliards seraient par exemple en partie compensés par 10 milliards de réduction des dépenses publiques, je me demande où on va les trouver. En tous les cas, on ne les trouvera pas dans la fonction publique d'État, qui est déjà à l'os. Et je ne parle pas uniquement d'une question d'effectifs, qu'on se comprenne bien, je parle d'une question de mission. Donc ça signifie, mais là où je suis un peu en réaction par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure, moi je ne porte pas la responsabilité en disant on a les politiques qui ne sont pas compétents. C'est pas ce qui a été dit, mais je le traduis à ma manière. Les politiques, en France comme ailleurs, ont aujourd'hui moins de pouvoir qu'ils en avaient il y a 20 ans. Et quand vous êtes candidat à la présidence de la République, qui que vous soyez, c'est quand même difficile de dire aux citoyens, écoutez, votez pour moi, mais je vous préviens, j'ai moins de pouvoir qu'avant. Mais c'est quand même une réalité. C'est vrai en France comme c'est vrai dans les autres pays. Et on constate que, sur le plan de la politique économique globale, on est toujours dans une logique qui est une logique, alors on appelle ça rigueur, on appelle ça austérité, peu importe les mots. Il y a eu dans cette salle la conférence sociale au mois de juillet où alors, il y a une volonté de restauration d'un dialogue social, d'une méthode de concertation qui peut parfois tourner à la réunionnite, hein, s'il n'y a pas de choses concrètes qui sortent, c'est évident. Et on a bien vu par exemple qu'à l'issue de cette conférence sociale, entre le discours fait par le Premier ministre et la feuille de route, il y a eu des divergences. Ça a même généré d'ailleurs des réactions un peu vives du patronat dans cette salle à la fin de la conférence sociale. Donc il y a une volonté de dialogue, il y a une volonté de restauration d'un dialogue, on parle d'un président normal, mais d'un dialogue social normal, ce qui quand même paraît la moindre des choses dans une démocratie. Pour autant, on reste dans le cadre d'une politique économique contrainte, y compris dans un cadre européen. Et vous en contestez le bien fondé de cette politique. Est-ce que vous considérez que les ratios qu'on a évoqués ce matin, sur le ratio de dépenses publiques, sur le ratio de prélèvements obligatoires, sont des ratios qui sont tenables? Écoutez, il y a un ancien président de la République qui avait expliqué un jour qu'au-dessus d'un taux de prélèvement obligatoire de 41%, on sera un système socialiste et collectiviste. On en est loin du système socialiste ou collectiviste. Donc moi, je suis très prudent sur ces histoires de taux, de pourcentage des dépenses publiques. Il faut aussi savoir dans quel type de société on vit, quel type de service on veut rendre. Vous savez, au début de la crise en 2007, tout le monde disait « Ah, heureusement qu'en France, on a des amortisseurs sociaux. C'est ce qui nous permet d'être moins impactés. » Et moi, j'avais dit à l'époque, et vous verrez, dès que ça ira un petit peu mieux, on dira « Mais ça coûte cher. » Oui, effectivement, ça coûte cher. Non, ce que nous contestons, c'est pas simplement sur la France, c'est la logique actuelle de la construction européenne. Et je crois que c'est ce qui domine dans l'ensemble de nos pays aujourd'hui. Quand les politiques économiques d'austérité, quelles qu'elles soient, elles sont suicidaires à trois titres. Suicidaires socialement,
parce que ça remet en cause, ça accroît les inégalités, ça développe le chômage, suicidaire économiquement. Parce que regardez les pays qui pratiquent l'austérité de manière très forte, ce n'est pas pour autant que leur dette diminue. Et suicidaire démocratiquement. En ce sens où, dans les pays qui sont le plus percutés, ça finira par poser des problèmes de démocratie. Et je pense à la Grèce, voire à l'Espagne et au Portugal. Donc c'est cette logique-là que nous contestons. Et donc ça suppose, et je suis européen et mon organisation depuis ses origines est européenne, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, mais ça suppose qu'on ait une révision des modalités de la construction européenne. Et j'attire votre attention sur un point qui est significatif, qui est peut-être passé inaperçu. Pour la première fois de son histoire, la Confédération européenne des syndicats, qui regroupe donc l'ensemble des syndicats de tous les pays européens, en France, les Allemands, les Italiens, même plus large que la stricte Union européenne, oui, puisqu'il y a les Turcs, on les a déjà intégrés, la quasi-totalité des syndicats européens a marqué son opposition au pacte budgétaire. C'est la première fois dans l'histoire de la Confédération européenne des syndicats. Ça veut dire que c'est les syndicats français, certes, mais les syndicats allemands, la DGB, etc. Ça veut dire que c'est un signe important. Ça veut dire que si les gouvernements, d'une manière générale, ne tiennent pas compte de cette situation, on va vers de... Alors, moi, je suis optimiste par définition. Quand on milite, on est optimiste. Mais il faut avoir conscience d'une situation et on va vers de véritables déconvenues. Vous commenciez votre intervention en disant la rigueur, si c'est la bonne gestion, personne ne peut être contre. Oui, mais à ce moment-là, on n'en parle pas. Je veux dire, ça se fait. Précisément, est-ce que vous considérez que réduire la dette, réduire le déficit public, c'est de la bonne gestion ou c'est de la mauvaise gestion? Ça dépend des moyens qui sont utilisés. C'est les moyens que vous contestez. Mais bien sûr, bien sûr. Alors, l'objectif lui-même, vous ne le contestez pas. Oui, mais vous pouvez tout à fait réduire une dette et réduire un déficit en faisant de la croissance. Alors comment? Parce que oui, ce matin, ça n'est pas... C'est admis par des économistes qui sont peut-être pas forcément exactement... si vous prenez Rex et Code, si vous mettez l'OFCE en face, vous n'aurez pas le même discours. Non, je constate juste que l'idée qu'on peut réduire les déficits et stimuler la croissance, c'est compatible. Bien sûr. Et vous le dites. Alors, bien votre sûr. méthode à vous pour y parvenir, ça serait quoi? Ça suppose effectivement qu'il y ait une logique différente au niveau européen. Ça suppose de reposer le problème de la Banque centrale européenne. Ouais. Ça suppose que la Banque centrale européenne puisse être, comme dans les pays anglo-saxons, prêteur en dernier ressort. C'est un des éléments. Ça suppose qu'il y ait un budget européen qui permette des investissements publics. Ça suppose toute une série de choses qui ne se font pas aujourd'hui. Et ça suppose européenne. Alors, il y a une grande partie de la solution qui est européenne. On ne peut pas être avec une zone euro dans 17 pays sans avoir une véritable coordination des politiques économiques, sans avoir une banque centrale avec un rôle différent, même si les conflits existent entre les pays sur le rôle de la banque centrale, sur son rôle, sa place, son caractère d'indépendance, c'est évident. Mais ces questions-là doivent être posées. Et dans un pays comme le nôtre, je citais l'exemple des 20 milliards d'euros et de la manière dont ils vont être compensés. J'attends de voir. J'attends de voir comment le gouvernement va réussir à trouver les 10 milliards d'euros dans les dépenses publiques. Mais sur le versement des 20 milliards, vous êtes contre? Pas contre? Attendez, c'est 20 milliards, c'est qu'on l'appelle crédit d'impôt haute, c'est une aide fiscale. Ouais. D'une manière ou d'une autre, c'est une aide fiscale. Une aide fiscale qui n'est pas conditionnée. Donc j'espère que ce ne sera pas un coup d'épée dans l'eau. Alors, pour revenir à la question principale de notre table ronde, rigueur et bien-être social, vous disiez tout à l'heure, quand on était à 40% de prélèvements obligatoires, on disait que si on allait au-delà, ça serait une catastrophe. Un ancien président de la République. Oui, tout à fait. On n'a pas été... chacun juge si on est allé ou non à une catastrophe, mais est-ce que vous considérez aujourd'hui que l'efficacité du modèle social français est aussi bonne et aussi forte avec des prélèvements obligatoires élevés, une dépense publique de 55 ou de 56% du PIB, qu'elle était efficace quand on était sur des ratios plus modestes? Est-ce qu'autrement dit, vous pensez que l'efficacité de notre modèle social a cru à due proportion de l'augmentation des dépenses et des prélèvements publics? Non, mais moi je ne fais pas un tabou et je ne m'endors pas tous les soirs en disant bon sang, le taux de prélèvement obligatoire est trop important. Je ferai remarquer qu'en général, ceux qui ont cette logique de dire le taux de prélèvement obligatoire sont aussi ceux qui veulent remettre en cause le service public, sont aussi ceux qui veulent remettre en cause les régimes de protection sociale collective où je ne dis pas qu'il ne faut pas changer certaines choses, mais il y a une logique de réduction, c'est une logique économique libérale. Bien souvent, moi, je ne fais pas une question taboue d'un taux de prélèvement obligatoire, encore faut-il savoir de quoi on parle. Vous avez des pays où le taux de prélèvement obligatoire est moins important, pour autant, vous avez des systèmes privés
d'assurance qui coûtent beaucoup plus cher et qui ne rentrent pas dans les prélèvements obligatoires parce qu'ils sont privés. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y ait pas une couverture d'une manière ou d'une autre. Il faut savoir ce dont on parle. Et trop souvent, on ne sait pas ce dont on parle. Et trop souvent, les débats n'ont pas lieu. Qu'il y ait une réforme de l'État qui soit nécessaire, personne ne conteste ça. Sauf qu'il faudrait au préalable avoir un débat pour savoir quel est le rôle, quelles sont les missions du service public. Et non pas, comme ça a été fait ces dernières années avec la révision générale des politiques publiques, sabrer d'une manière... De ce point de vue-là, on crée consensus. Hein. C'est ce qui ressortait oui, de la table ronde économique. Le problème de la méthode ouverte par Ludo, oui. repris par Éric Le Boucher. Oui, mais cette méthode était contestable sous l'ancien gouvernement, elle l'est tout autant aujourd'hui. Oui, mais c'est ce que disaient les experts. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la table ronde. Mais moi, je dis, qu'est-ce que ça veut dire aux 50%, 52% bon, est-ce qu'il y a une utilité dans ces dépenses publiques en tant qu'amortisseur social? C'est la question que je vous posais, Jean-Claude il y a une Mailly. utilité. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, notre système social est en, j'allais dire pour parler pompeusement comme un économiste, en rendement croissant ou en rendement décroissant? Est-ce que l'euro investi en plus améliore plus que d'un euro l'utilité sociale ou est-ce qu'on est en rendement décroissant? Je suis désolé, mais je n'ai pas la même vision mécaniste que vous. Non, mais je n'ai pas cette pose la vision question. mécaniste. Je ne raisonne pas sur un sujet comme la protection sociale uniquement en termes de coûts et de rentabilité. Non, mais Voilà. je parlais d'utilité. Oui, D'utilité, l'utilité, de oui, bien-être. elle est réelle, il est même insuffisant. Il y a des couvertures qui ne sont pas assurées. Ah, Moi, mais je vais ça, on est prendre un d'accord. exemple. Non, mais attendez, moi, On je est vais prendre d'accord. un seul exemple. 20 milliards d'euros, on peut discuter du bien fondé, etc. 20 milliards d'euros sont trouvés d'une manière ou d'une autre en termes pour le crédit d'impôt. Quand on réclame une remise en place de l'allocation équivalent retraite, ce sont tous les salariés qui ont acquis leur durée de cotisation nécessaire pour partir en retraite, qui sont au chômage et qui ne peuvent pas prendre leur retraite, qui vivent aujourd'hui avec 470 € par mois. Le gouvernement nous répond non pour des raisons budgétaires. Quand nous réclamons la suppression du forfait justice, tout justiciable doit dépenser 35 € aujourd'hui quand il veut aller en justice. Certes, nous avons énormément de courriers, beaucoup de personnes ne peuvent plus rester en justice parce qu'ils ne peuvent pas être... On est d'accord. Oui, non, mais... Et là, on nous répond aujourd'hui... On nous répond aujourd'hui, oui, on est d'accord avec vous, il faut supprimer ce forfait, sauf pas maintenant parce qu'il faut qu'on trouve 65 millions d'euros. Ouais. Comment voulez-vous que les gens comprennent quand on ne peut pas trouver 65 millions d'euros dans un budget, mais qu'on est prêt à dégager 20 milliards? Donc on est assez d'accord en fait. Le système coûte relativement cher en termes macroéconomiques et il a une utilité concrète qui laisse passer beaucoup de trous. Oui, mais attendez, ce n'est pas une spécificité française. Hein. Non. Moi, je veux bien qu'on compare avec l'Allemagne, je veux bien qu'on compare avec d'autres pays. Dans le débat. On a la chance de vous avoir ici. D'habitude, quand vous êtes ici, c'est de façon institutionnelle. Vous avez fait allusion tout à l'heure à l'ouverture de la conférence sociale en juillet avec le président de la République, avec Jean-Paul Delevoye aussi. Cette grande conférence, elle va réussir ou elle va échouer? La conférence, elle est terminée. Non, mais la négociation qui en découle. Oh là, attendez. Attendez, c'est ça qui m'intéresse, moi. Ah oui, mais attendez, moi, je ne tire pas la conclusion d'un match avant que le match soit fini. Non, mais vous avez bien une petite idée. Oui, j'ai toujours dit depuis le début, d'abord, on part sur une feuille de route très très large, qui est un très bel exercice de communication dans son contenu. Les mots qui fâchent ne sont pas employés, etc. Donc ça, c'est un exercice politique de communication. Après, il y a le contenu de la négociation. Et pour le moment, moi, je le dis clairement, du point de vue de mon organisation, cette négociation est mal engagée. Cette négociation est mal engagée. Alors, je ne sais pas, in fine, comment elle se terminera, puisque ce n'est pas terminé, mais pour le moment, elle est mal engagée. Quel serait le coût d'un échec? Le coût pour qui? Pour tout le monde, pour la collectivité et peut-être pour les organisations qui sont parties prenantes à la négociation. Oh non, moi, je ne rentre pas dans cette... Non, pourquoi voulez-vous parler d'un coût? Ou un accord est bon, il est signé, et on le signe, ou un accord n'est pas bon, et on ne le signe pas. C'est aussi simple que ça. Vous ne pensez pas que la perspective a fait naître tellement d'espoir que si ça échouait, tout le monde en pâtirait? Ce n'est pas moi qui ai parlé de compromis historique. On n'écrit pas l'histoire avant que l'histoire soit faite, donc encore faut-il qu'il y ait un compromis avant de le qualifier d'historique, premier élément. Maintenant, s'il n'y avait pas d'accord, qui est une des éventualités, je ne dis pas qu'il n'y en aura pas, j'en sais rien pour le moment. S'il n'y avait pas d'accord, peut-être que le gouvernement serait embêté pour prendre ses responsabilités. Ça, c'est autre chose, c'est son problème, c'est pas le mien. Maintenant, dans la négociation, c'est une négociation, mais je le dis depuis le début. Au-delà des mots, hein, moi, ce n'est pas les mots qui m'importent, c'est une négociation particulièrement difficile, parce qu'on est sur des logiques qui sont différentes. Il y a une grande part d'idéologie dans cette négociation. Très bien, merci beaucoup Jean-Claude Mailly. Je me tourne vers Franck Bassner. On a été assez secoué par votre compatriote tout à l'heure, qui a dressé quand même un tableau de l'économie française
probablement juste, même très certainement juste, ou en tout cas en très grande partie juste, mais comme il le disait lui-même, assez provocateur. Je vous pose un peu la même question sur cette question du modèle social, puisque comme vous le voyez et comme vous l'avez écouté pendant la table ronde économique, comme Jean-Claude Mailly vient de l'introduire, on est nous aussi en pleine ébullition. Quel est l'avenir du modèle social français ? Et évidemment, comme toujours, avec un mélange de fascination, de répulsion, on se tourne vers l'Allemagne et son fameux modèle social allemand. Celui qui, d'une certaine manière, a permis les grandes réformes de compétitivité du gouvernement Schröder. Alors, est-ce que vous pensez que vous avez des choses à nous vendre sur ce domaine ? Je ne suis pas venu en vendeur ni en donneur de leçons. C'est un plaisir d'être là. Et attendez, alors parlez bien dans le micro parce que la sono n'est pas fameuse. Voilà. Bon. Les échanges sont toujours utiles, mais il faut toujours se dire aussi que chaque pays européen vient un peu de sa propre tradition, donc on ne peut pas simplement cloner des expériences des uns et des autres. Mais il est vrai que regarder autour de soi est vraiment un exercice utile. L'Allemagne a fait la même chose vers la Scandinavie. On a beaucoup discuté les transformations des pays scandinaves. On a essayé d'apprendre. Ce que j'aimerais dire d'abord, c'est qu'il est vraiment important de dire aux Allemands, et on le fait continuellement dans les médias et partout où on peut, que le moment n'est pas bien choisi pour dénigrer la situation française. Et il y a un vrai risque en Allemagne. Il y a un risque de ceux qui ne réfléchissent pas assez pour dire, regardez, et ce n'est pas une provocation. Malheureusement, dans certains médias, on lit ça de plus en plus, et c'est un vrai risque. De dire, voilà, regardez, ça ne bouge pas, il n'y a pas de réforme, ce n'est pas assez courageux, ça bouge un peu, oui, mais ce n'est pas assez. Donc je pense que tous ceux en Allemagne qui réfléchissent bien et qui comprennent l'ensemble de la situation européenne font un effort, heureusement, pour dire, regardons, bien sûr, avec toujours beaucoup de sympathie, d'attention et de curiosité ce qui se passe en France, mais ne le faisons jamais dans un esprit de supériorité, parce que l'Allemagne aussi, il y a 10-12 ans de ça, était dans une bien mauvaise situation. Donc il faut se rappeler ça. Ceci dit, mon message serait aujourd'hui le suivant. La société allemande, puisqu'on parle aussi de société entre nous dans ce deuxième chapitre, la société allemande a énormément évolué ces 20, 30, peut-être même 40 dernières années. Et le message et l'expérience est relativement simple. C'est qu'une société qui pourtant avait une certaine réputation d'être rigide, d'être terriblement administrée, un peu prussien, etc., qu'une telle société peut vraiment évoluer dynamiquement et relever pas mal de défis. Rappelez-vous la chute du mur. La réunification, ça a été dit, c'était non seulement un effort économique considérable, et je me rappelle bien des commentaires en France où on disait, mais chapeau, il faut le faire, pour vraiment relever ce défi de l'élargissement à l'Est. C'était au fond le premier élargissement de l'Union européenne qui a été plus ou moins financé par les Européens aussi, il ne faut pas l'oublier, mais surtout par les contribuables allemands. Donc ce n'était pas seulement un défi économique, c'est un défi mental. Et je pense que là, c'est un message important. Cette société a été profondément secouée, mais elle a réagi en disant, bon, on va y arriver. Enfin, c'était le premier choc, si vous voulez, positif, dans la mesure où ça a été quand même possible de transformer une partie de l'Allemagne qui venait de loin, ça a été rappelé, avec une efficacité de 30% par rapport à l'Allemagne fédérale. Deuxième élément qu'il faut toujours rappeler, c'est que vers l'an 2000, l'Allemagne était considérée, notamment en France, mais aussi partout en Europe, comme l'homme malade de l'Europe. Ça paraît loin, mais c'est vrai. Et à l'époque, je me rappelle bien aussi des titres dans les grands journaux français qui disaient « Ouh là là, si l'Allemagne va mal, qui tirera l'économie européenne? Il faut absolument que les Allemands fassent un effort, il faut absolument que ça bouge, parce que c'est pas possible d'avoir une croissance molle, c'est pas possible. » Bon, en effet, l'agenda 2010 de Gerhard Schröder était un deuxième choc pour la société entière, avec des conséquences, on pourra en parler parce qu'il y a évidemment des séquelles, il y a des conséquences quand on fait des réformes tellement profondes dans les structures, mais globalement, aujourd'hui, il y a un grand consensus pour dire qu'il y a eu quand même aussi beaucoup d'effets très positifs par rapport à ce qu'on a dit depuis ce matin, compétitivité, qui n'est pas seulement une question du coût du travail. Donc là aussi, c'était un choc, si vous voulez, assumé par la société,
négocier, et là on est dans cet esprit de négociation qui quand même est toujours et reste une force de cette société. Et puis, dernier exemple, juste pour vous dire que cette société bouge continuellement par rapport à des défis, c'était en 2009, après cette crise bancaire, l'Allemagne, rappelez-vous, a chuté beaucoup plus dans son PIB que tous les autres pays européens parce que liés à l'export, etc. Et là, on a vu renaître, plus que peut-être avant, cet esprit d'une volonté de s'en sortir vite et bien en négociant un chômage partiel avec l'aide du contribuable, avec les syndicats, avec les employeurs. Et si aujourd'hui l'Allemagne, par rapport à d'autres pays européens, se porte bien, c'est aussi grâce à cet effort commun. Donc je pense que le message vraiment qu'on peut déduire de tout ça, c'est qu'une société peut réagir. Et assez vite. Et avec Assez des vite. résultats qui viennent assez rapidement. Jamais assez vite, mais quand même assez vite. Oui. Alors, vous connaissez évidemment très bien l'Allemagne, mais vous connaissez presque aussi bien la France. Et c'est pour ça que c'est intéressant de vous entendre. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui, où nous sommes, j'allais dire, presque au pied du même obstacle à franchir que celui que vous aviez à franchir dans les années qui ont suivi la réunification? Qu'est-ce qui nous manque et qu'il faudrait mettre en place assez rapidement pour que justement on puisse sortir un peu de l'impasse dans laquelle on se trouve? Qu'est-ce qui manque? Vous êtes tous là, hein, c'est bien. Il manque rien. Il manque rien, mais peut-être ce qui manque, c'est que, et là il y a le poids de l'histoire évidemment qui pèse, c'est une confiance dans les forces intermédiaires de la société. Ce que je constate beaucoup dans beaucoup de dialogues, c'est une méfiance réciproque. Et ça, c'est pas bon simplement. Ça, c'est néfaste pour toute société. Bon, on peut évidemment penser aux révolutionnaires jacobins qui ont voulu éliminer tout ce qui était entre les citoyens et la volonté suprême. On peut faire un peu d'histoire, de philosophie, c'est pas vraiment utile. Dit de façon positive, ce qu'il faut absolument encourager et simplement aussi oser faire, c'est tout ce qui est expérimental. Il faut peut-être vraiment parler de certains tabous. Ce que j'ai beaucoup proposé, mais bon, je suis ni politique, donc pas dans une responsabilité où la parole pèse, mais ce que j'ai beaucoup suggéré aussi à pas mal de conseillers qui sont dans ces négociations entre la France et l'Allemagne, peut-être un levier serait, mais peut-être je vais provoquer le syndicaliste, je vais voir. J'espère bien. Ce serait, non, parce que il vous répondra. non, je vais vous dire pourquoi je dis ça. Il y a une coopération très systématique entre les chambres, la fédération, l'Assemblée permanente des chambres des métiers. Et ça regroupe quand même 85% des entreprises, des petites notamment, en France et en Allemagne. Ces organismes travaillent ensemble depuis plus de 40 ans. C'est remarquable, personne ne le sait, mais c'est une grande force, y compris au niveau européen, pour protéger justement les intérêts des petites entreprises. Quand on est avec ces gens-là, on constate que les artisans allemands ont une vocation de croissance, très simple. Le plus grand artisan emploie 2800 personnes. C'est un artisan. Il fait de la peinture en Allemagne. Quand les collègues français entendent ça, ils disent « Ouh là là, qu'est-ce qu'ils ont fait ?» Alors je pense qu'il ne faut peut-être pas s'attaquer frontalement aux 35 heures. Actuellement, ça ne semble pas possible. Il y a des détours déjà partout. Bon. En Allemagne, on a dit aux fonctionnaires, maintenant il faut travailler 41 heures, et on l'a fait. Hein. Il n'y a pas eu de grand mouvement social. Donc, pense même qu'on peut agir au niveau de la durée de travail, mais ce n'est peut-être pas le moment. Par contre, si on arrivait à débloquer un dynamisme et un potentiel qui, je crois, en France, est absolument là, au niveau des toutes petites entreprises, il faudrait peut-être oser inventer et tester. Pourquoi pas tester sur une durée de 5 ans un contrat de travail simplifié pour justement les toutes petites entreprises, parce qu'il y a, tout le monde le sait, il y a une demande, mais parfois il n'y a pas assez d'offres. Ce serait peut-être un chantier où on peut très pratiquement et rapidement bouger sans se heurter à une discussion de principe sur les fondamentaux d'un système social. Voilà, donc je pense que l'expérience allemande de ce côté-là, la notion d'expérimentation. Hein. Oui, allons-y, essayons de le faire, mettons-nous d'accord qu'il y a un constat. Le constat est là, tout le monde le sait, ici dans la salle et partout ailleurs d'ailleurs. Le constat est là, il faut faire sauter certains verrous, quitte à revenir un peu en arrière. L'Allemagne a bien sûr vu qu'il y avait des effets néfastes des réformes Schröder aussi. On a trop d'emplois précaires, on le sait. Et vous êtes en train d'y remédier ? Les retraites, par exemple, en moyenne ne sont pas... On voit déjà que dans 10 ans, on aura un sacré problème de retraite qui, en moyenne, seront trop faibles. On discute actuellement, aujourd'hui, pour
anticiper, hein, pour avoir des réponses dans 5 ans, quand ce sera vraiment virulent. On discute de compléter les retraites trop faibles, pour ceux qui ont contribué et pourtant n'ont pas assez de retraite, de compléter ça par l'argent du contribuable. Donc c'est un débat qui se fait. Merci Franck. Hein. Vous reprendrez la parole évidemment dans le cours du débat. Hein. On revoit apparaître le mot confiance. Hein. Ça va peut-être être autant que compétitivité et équité le fil conducteur de notre journée. En tout cas, c'est bien parti pour ça. Pierre Cahuc et Jean-Claude Mailly et Franck Bassner parlaient de la question de la négociation, du dialogue social. Franck disait il vous faudrait une confiance dans les corps intermédiaires et dans leurs représentants, que ceci ait le poids qui soit suffisant pour jouer leur rôle. Est-ce que c'est ça, aujourd'hui, le vrai mal du dialogue social français, l'absence de représentativité des acteurs chargés de le représenter? Je crois que la réponse est assez simple, c'est oui, en grande partie. Mais pour aborder ce sujet, j'aurais voulu répondre à Alain Dehaze et donner un message d'espoir, finalement, puisque... C'est pas mal parce qu'on n'en a pas trop aujourd'hui. Donc plus on en aura, plus on sera content. Et oui, parce que, en fait... empiriquement, je dirais, rigueur rime avec bonheur, en fait. C'est pas que dans le vocabulaire. En effet, sur la question qu'on se pose aujourd'hui, de celle de la conciliation de la rigueur et du bien-être social, en fait, on a des éléments de réponse qui sont des éléments de réponse, je dirais, empiriques, puisqu'on dispose d'énormément d'enquêtes, de travaux qui ont fait des comparaisons internationales, qui nous renseignent sur le bien-être des personnes qui répondent à des enquêtes. Et on s'aperçoit que ces réponses aux enquêtes sur le fait de savoir si vous êtes satisfait de votre vie quotidienne ou non sont très corrélées à des états de santé, des états objectifs. Donc on se rend compte que ces enquêtes ont beaucoup de sens. Et qu'est-ce qu'on retire de ces enquêtes? On retire d'une part le fait que finalement, quelques milliards de plus, quelques milliards de moins, dans nos sociétés, ce n'est pas ce qui fait la différence en termes de bien-être social. Surtout dans le long terme, le problème n'est pas là. Ce qui fait la différence en termes de bien-être social, c'est justement la confiance qu'on a en autrui, envers les institutions. En fait, il y a 3 éléments fondamentaux. C'est la confiance qu'on a en autrui, qui est extrêmement corrélée à la qualité, ce qu'on appelle la qualité des institutions. Est-ce que nos institutions sont transparentes? Est-ce qu'il y a beaucoup de conflits d'intérêts? Ça, ce sont des éléments essentiels qui vont conditionner non seulement la confiance envers les institutions, mais aussi envers son prochain, si je puis dire. Il y a aussi un autre élément qui sont les inégalités. Une société plus inégalitaire est marquée par moins de confiance envers autrui et aussi un plus grand malaise social, et aussi la qualité des biens publics. Beaucoup de dépenses publiques qui financent des biens collectifs, des biens publics de qualité, c'est une source essentielle de bien-être social. Et c'est pour ça que je voulais rebondir sur ce que disait Alain Dehaze, parce que finalement l'expérience des pays du Nord indique que des pays qui ont d'énormes dépenses publiques, des dépenses publiques qui sont aujourd'hui un peu moins importantes que les nôtres, mais qui ont des prélèvements souvent plus élevés que les nôtres, parce que leurs déficits sont moins importants, donc qui ont plus de rigueur budgétaire, eh bien, sont des exemples types, vous en avez parlé pour l'Allemagne, de pays qui finalement arrivent à concilier rigueur et bien-être social. Et je crois que c'est là l'essentiel de l'enjeu. Aujourd'hui, en France, nous avons un handicap énorme en termes de confiance envers autrui. On en parle tout le temps. Et il y a une raison, je pense, objective à ça, qui est justement liée à la qualité de nos institutions. Aujourd'hui, Transparency International, vous l'avez sûrement entendu ce matin à la radio ou lu dans les journaux, publie son rapport. La France est, comme d'habitude, depuis des années extrêmement mal classée en termes de qualité des institutions qui permettent de lutter contre la corruption. La France est 22e dans les pays de l'OCDE, elle est 9e en Europe. Les pays qui sont devant nous sont les pays du nord de l'Europe. L'Allemagne aussi, un peu devant nous, pas tant que ça, mais un peu quand même. Et il y a un domaine dans lequel la France est alors là vraiment dans une situation catastrophique en ce qui concerne la qualité des institutions, leur transparence, c'est le domaine du paritarisme et c'est le domaine qui sous-tend la qualité du dialogue social. C'est pour ça que je suis intéressé à discuter de ces problèmes aujourd'hui. Et on va le faire avec Jean-Claude Mailly, parce que finalement, quand on regarde des indicateurs objectifs, on se rend compte que
En ce qui concerne la qualité du dialogue social, le Forum de Davos, qui publie tous les ans une enquête auprès d'employeurs sur la qualité du dialogue social en France, est-ce que les relations entre employeurs et employés sont coopératives, nous classe 133e sur 142 pays. Nous sommes tout au fond, derrière la plupart des pays africains, des pays d'Amérique du Sud. Nous sommes dans une situation absolument catastrophique dans ce domaine. Et les raisons sont d'une certaine manière très simple, tout le monde les connaît, il suffit de lire un rapport qui a été censuré entre guillemets par l'Assemblée nationale qui s'appelle le rapport Perruchot, qui n'est pas un rapport puisqu'il n'a pas été publié. Ce rapport, néanmoins, vous pouvez le trouver sur Internet, il a fuité entre guillemets par Le Point, et ce rapport explique très clairement des choses qui sont connues depuis très longtemps, qui ont même fait l'objet d'une loi en 2008, qui est le manque de transparence des organisations syndicales des deux côtés, patronales comme salariées, leur manque de représentativité, le manque d'adhérents à ces organisations qui sont très peu implantées dans l'entreprise et qui fait qu'en fin de compte, quand on parle aujourd'hui de syndicalisme, on parle de politique générale, d'Europe et pas du tout des problèmes de l'entreprise qui sont le terreau de la constitution, d'une amélioration de la productivité. Et je crois qu'aujourd'hui, le problème de fond que nous avons sur disons, le manque de confiance, la performance économique, la compétitivité, il est là aujourd'hui en France. Vous savez que nous sommes dans une situation catastrophique parce qu'en France, nous avons un chômage de plus de 8% depuis pratiquement 30 ans. Il y a des raisons objectives à cela. On a parlé de la zone euro. Il y a des pays qui ont des taux de chômage en dessous de 5%, pour lesquels le chômage n'est pas un sujet, parce qu'il y a eu un dialogue social de qualité qui s'est élaboré grâce à une confiance mutuelle qui a été mise en œuvre par des institutions de qualité. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est plus de transparence, moins de permanents syndicaux, limiter la durée dans le temps et le cumul des mandats syndicaux. Je pense que ce sont des sujets qui sont essentiels pour l'avenir du dialogue social en France, pour la compétitivité et pour le chômage en France. Merci beaucoup. Jean-Claude Mailly, je vous promets, non, vous répondrez, je voudrais qu'on finisse le tour de table, parce que... mais... Et je ne suis pas surpris de ce désaccord. Bon, eh bien, écoutez, c'est formidable, on essaiera de le clarifier. Mais il faut que nous entendions le quatrième de nos experts, Bernard Vivier, qui d'ailleurs probablement aura aussi à participer à ce débat sur la question de la représentativité des partenaires sociaux. Mais Bernard, on a décidé avec vous de prendre, j'allais dire, des cas d'école qui sont la réforme du marché du travail et surtout la peut-être nécessaire réforme de la protection sociale, à la fois pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons d'efficacité et peut-être d'équité, pour reprendre notre thème général. Comment vous voyez et à quelles conditions vous pensez que puisse éclore une forme de consensus dans ce pays sur des sujets qui sont en apparence tabous depuis des années et des années? Je crois que là, on met un mot trop en avant par rapport à ceux qui doivent précéder. Le mot consensus, c'est un mot qui résonne dans d'autres pays d'Europe. Il est mal ressenti en France. Et on peut comprendre qu'il soit mal ressenti. Quel est l'état social de la France aujourd'hui à l'approche de 2013 ? C'est bien ça, hein, l'objet de notre table ronde là. À quoi va ressembler 2013 ? Je vais être relativement optimiste. Parce que nous sommes aujourd'hui dans une situation lourde. Le climat social en France n'est pas à l'explosion, à la barricade, à la grève, à la révolte, à la rupture. Il est au contraire, et c'est presque plus inquiétant, à l'implosion, à la démission, au repli sur soi, au désengagement, à la résignation. Les managers eux-mêmes dans les entreprises se sentent sur cette ligne-là. Donc au repli catégoriel. En politique, on en a aussi des traductions. Donc nous avons un climat social qui est plutôt lourd. Le monde du travail, aujourd'hui, découvre progressivement, et les élites syndicales et patronales, j'utilise le mot de façon élogieuse, les élites patronales et syndicales le savent, que finalement nous avons à répondre à deux questions. Garderons-nous notre industrie et nos emplois ? Garderons-nous notre haut niveau de protection sociale ? Jusqu'à une période récente, c'est-à-dire clairement 9 novembre 1989, chute du mur de Berlin, ou Noël 1991, chute de l'Union soviétique, la réponse était donnée en France. L'État était protecteur, l'État était régulateur, les statuts étaient protecteurs.
et notre pays découvre que l'État français aujourd'hui, c'est une sorte c'est dilué dans le grand bain de la mondialisation, que les mots qui pouvaient être pour nous des mots refuges, comme nationalisation, aujourd'hui n'ont plus de signification, ils semblent presque drôles, s'ils n'étaient pas parfois utilisés comme une sorte de recours utile. C'est pour cet après-midi, ça. Et nous découvrons par contre que des mots montent en puissance. Michel Didier, dans la table ronde précédente, a dit le mot compétitivité, ici dans cette assemblée, quand il y siégeait, j'y ai siégé un certain temps aussi, était difficile à prononcer. Attention, le monde du travail, comme tout monde du travail, a besoin à la fois de s'adapter aux évolutions, mais aussi de sentir que la sécurité est également établie. L'État assurait de la sécurité. Et la grande question que nous nous posons aujourd'hui, c'est qui va donner de la cohésion, de la sécurité, de la protection sociale? Qui va le gérer? Qui va agir? Dans le domaine de la protection sociale, les réformes, nous les connaissons. Techniquement, nous savons tout ce qu'il y a à faire. Dans le domaine des retraites, par exemple, depuis le grand livre blanc de Michel Rocard en 1991, nous savons tout ce qu'il faut faire. 2003, 2010, bientôt 2017, nous savons ce qu'il faut faire. Il y a des options, il y a des scénarios. La grande question, ce n'est pas tant de savoir quoi faire. Nous avons tous les rapports sur la table. Le rapport Gallois ne dit pas en matière de protection sociale grand-chose, comme si la protection sociale était encore un sanctuaire. Or, disons-le, la protection sociale n'est pas un sanctuaire, ne peut pas l'être. Mais il y a un autre rapport qui est sorti à peu près en même temps que le rapport Gallois dont on a peu parlé, le Haut Conseil du financement de la protection sociale, qui indique que 77% des ressources de la protection sociale sont prélevées sur le travail. C'est plus de 2 fois ce que l'on vit en Allemagne. Donc on sent bien effectivement que le mot compétitivité, il va falloir l'absorber. Mais il va falloir l'absorber si nous arrivons à mettre en place des dispositifs qui garantissent à la fois l'exigence du changement et aussi l'exigence de la conservation. C'est tout le poids des de la garantie collective. Flexibilité d'un côté, oui, sécurité de l'autre. Exactement. Et la négociation sécurisation de l'emploi, elle est là. C'est-à-dire que si le monde syndical découvre l'exigence du mot compétitivité, le monde patronal n'a pas encore découvert l'exigence du mot sécurité. Parce que c'est profond. Nous sommes une nation ancienne avec un État qui a ordonné la nation. D'autres pays européens ont des États récents, alors qu'ils étaient des nations très anciennes. Et nous avons besoin de savoir qui vont être les agents régulateurs. Alors, c'est clair, ce ne peut plus être l'État. Nous avons besoin malgré tout d'une puissance publique, d'une autorité politique. C'est évidemment au niveau européen qu'il faut la construire, évidemment. Nous avons aussi le marché. Et le marché apporte naturellement des réponses. Naturellement, mais des réponses malheureuses. Donc nous avons besoin, et l'intervention de Franck tout à l'heure était importante, oui, les corps intermédiaires sont appelés à prendre des responsabilités importantes. Et c'est la raison pour laquelle les critiques portées sur les organisations syndicales, sur le paritarisme, qui n'est ni plus ni moins que le débouché naturel d'une logique de construction des équilibres sociaux, c'est-à-dire la négociation collective, les accords de branche, la formation, les retraites complémentaires, le logement, enfin la justice du travail, quantité de dispositifs, sont des constructions conjointes entre patronat et syndicat. Ce n'est pas une association, c'est un contrat, ce n'est pas la même chose. Il y a la recherche d'un équilibre social. Cette recherche d'équilibre social, ce n'est plus l'État qui peut le faire. Nous ne souhaitons pas forcément que ce soit le contrat individuel, c'est-à-dire finalement l'assurance individuelle qui l'assure. Nous avons besoin, entre l'assistance par l'État et l'assurance par le marché, de la solidarité par les conventions collectives. Et alors, d'où vient votre optimisme, votre relatif optimisme que vous mentionniez au début? Oui, eh bien, probablement parce que les organisations syndicales, dans cette négociation, historique, on n'en sait rien, mais en tout cas importante, sont en train de s'essayer, alors avec difficulté, parce qu'il y a des blocages de part et d'autre, mais on s'essaye à la recherche de la réponse entre besoin de flexibilité d'un côté, besoin de sécurité de l'autre. Le sujet est posé. La négociation réussira, la négociation échouera, ou peut-être la négociation se terminera sur comme on sait bien faire, un dispositif où chacun peut sauver la face, mais on n'y trouvera pas suffisamment ce qu'on doit y trouver dans la négociation. Mais c'est clair qu'en 2013,
l'appel est lancé aux partenaires sociaux de refaire ce qu'ils avaient fait d'ailleurs de façon astucieuse au début des années 2000, sous le vocable de refondation sociale, de dire voilà, nous nous prenons par la main, nous prenons les chantiers, notamment la protection sociale, et nous décidons entre nous de ce que nous avons à faire. Et ce n'est pas l'État de le faire, et ce n'est pas au marché de le faire tout seul. Nous avons, je termine là, un beau système de protection sociale. Hein, nous le disons, je crois qu'il y a un adage, je crois qu'il est polonais, qui dit « heureux comme Dieu en France ». Je ne sais, mais en tout cas, nous avons un très beau système de protection sociale, nous avons une belle administration, nous avons un beau dispositif. Mais nous avons aujourd'hui un État qui n'est plus protecteur, nous n'avons plus de loi régulatrice. Donc, aux partenaires sociaux de montrer leur capacité gestionnaire. Je termine vraiment. Oui. En 1863... Ce qui ne nous rajeunit pas. Proudhon avait rédigé un petit opuscule, je suis très proudhonien, avait rédigé un petit opuscule qui était paru après sa mort, qui s'appelait « De la capacité politique des classes ouvrières ». Bien. Eh bien, nous cherchons aujourd'hui un bon normalien, un bon chercheur, qui pourrait nous rédiger un ouvrage de la capacité gestionnaire des classes ouvrières et des fabricants, et des classes fabricantes et des classes patronales. Nous avons besoin, effectivement, de monter la capacité des corps intermédiaires, des structures, à gérer par elles-mêmes la vie sociale. Et dans l'entreprise, comme dans les branches, et essentiellement dans les branches aujourd'hui, parce que les PME doivent être au cœur de notre réflexion, nous avons à bâtir cela. J'ai cru entendre, mais vous allez me dire si je ne me suis pas trompé, que vous pensiez que les forces syndicales avaient déjà fait un petit pas en avant, on verra ce qu'ils donnent, mais que le monde patronal ou les chefs d'entreprise, ou leurs représentants plus exactement, pour être précis, étaient encore un peu en retard sur ce sujet-là. Alors, je me tourne vers... J'ai bien entendu ça, je ne me suis pas trompé. En partie. Bon, Franck, quand on a préparé cette réunion tous les deux, c'était un point que vous vouliez souligner. Cette co-responsabilité, elle va vraiment des deux côtés. C'est-à-dire que, est-ce que vous pensez que ce que vous savez du monde de l'entreprise et surtout de leurs représentants institutionnels, ils sont prêts à s'engager dans un dialogue d'une profondeur similaire à celle qui a permis à l'Allemagne de s'en sortir? Globalement, oui. Évidemment, il y a des chefs d'entreprise plus ou moins dans cette logique de responsabilité. Ça dépend des individus. Et leurs représentants institutionnels. Mais disons que les fédérations, le BDI, donc le MEDEF allemand, globalement, bien sûr, a grandi dans cette logique de concertation. Il y a évidemment co-responsabilité, et on le voit notamment dans beaucoup d'entreprises. On parle beaucoup des PME en Allemagne. Le fameux Mittelstand, c'est le nouveau mot que tous les Français connaissent, hein, ça c'est le Mittelstand. Il y a eu des époques où c'était des mots moins agréables qui ont percé dans cette belle langue française. Donc le Mittelstand, c'est pas seulement une question de taille, c'est une question très souvent aussi d'entreprise familiale. Ça, c'est très important, parce que dans une entreprise familiale, quand celui qui possède vraiment avec son propre capital d'entreprise, vous avez pu voir, observer des choses tout à fait remarquables, dans la mesure où c'est les entrepreneurs qui investissent leur propre capital et pas le capital des autres dans un renouvellement technologique, etc. En même temps, vous avez, on a parlé en France de cette logique de primes, est-ce qu'il faut donner des primes, etc. Vous avez beaucoup d'entreprises justement familiales qui, par leur propre volonté, pour fidéliser leurs employés dans une logique de réussite commune, et là ce n'est pas capital-travail, c'est la réussite de l'entreprise, ont versé des primes importantes, sans qu'on leur demande pratiquement. Donc il y a, oui, un esprit, une tendance, si vous voulez, vers une co-responsabilité de l'entreprise. Parce que ça, c'est peut-être vraiment le consensus, puisqu'on a parlé de consensus. Il y a certains consensus dans certaines sociétés, priorité à l'emploi. Je pense que ça, c'est quelque chose qui vaut pour tous les partis politiques qui risquent de gouverner en 2013. Ça, c'est vraiment la grande coalition permanente. Il y a une priorité pour l'emploi. Merci Franck. Bon, Jean-Claude Mailly, réponse à Pierre Cahuc, parce qu'on vous attend évidemment là-dessus. Oui, attendez, vous savez, dans le milieu journalistique, on appelle ça les marronniers. Donc le financement des syndicats, voire le financement des partis politiques aussi, la place des trotskistes, les francs-maçons et au mois de mai, les régimes pour maigrir. Voilà. Ça fait partie des trucs qui reviennent régulièrement. Je vais raconter une petite anecdote, mais elle est significative. Et je suis un peu surpris qu'un universitaire tombe dans ce panneau. Quand M. Perruchot a travaillé sur son rapport, ses amis politiques, je dis, mais pourquoi il fait ça, M. Perruchot?
Ah ben, il fallait qu'il trouve un terrain pour se faire entendre. Il a choisi que c'était médiatiquement un bon terrain. Bon. Après, on peut raconter tout ce qu'on veut. Moi, je n'étais rien contre la publication du rapport Perrichot. Je rappellerai que les organisations patronales, comme les organisations syndicales, et ça c'est un point, c'est l'un des seuls d'ailleurs qu'on avait appuyé sur la loi de 2008, ont maintenant des comptes certifiés. Donc arrêtons les fantasmes. Hein, c'est trop facile de prendre ce biais pour critiquer la représentativité et la non-représentativité des organisations syndicales françaises. Je rappellerai tout simplement que oui, il y a un taux de syndicalisation plus faible en France. Très faible. Oui, attendez. Oui. Et il a baissé, je suis d'accord. Il baisse en Allemagne, il baisse aux États-Unis, il baisse un peu partout. Ça, c'est un contexte de crise. Vous pouvez certifier que la situation des salariés français prise globalement est moins bonne en termes de droits sociaux que la situation de salariés de pays comparables, l'Allemagne, en termes de couverture sociale ou autre, l'Italie ou d'autres. Non, on a des droits quasiment identiques. On peut dire dans tel pays c'est meilleur que dans tel autre, mais globalement identiques. Pourquoi? C'est que nous avons, c'est pas moi, c'est nos anciens, ont construit un modèle. J'aime pas le terme modèle parce que je considère qu'il n'y a pas un modèle français qu'on doit vendre aux autres, pas plus qu'un modèle allemand ou un modèle nordique. Vous savez, ça c'est comme les modes, ça tourne. Mais on a créé, je vais prendre un exemple pour me faire comprendre, l'assurance chômage. Quand on crée l'assurance chômage en France, on le fait sur la base des principes républicains. Nous négocions, syndicats, patronat, la mise en place d'un système d'assurance chômage. Quand, par la négociation collective, on le rend ensuite obligatoire par une procédure dite d'extension, qui impose le système aux salariés et aux entreprises. Et aujourd'hui encore, vous perdez votre travail. Que vous soyez syndiqué, non syndiqué, salarié d'une TPE, salarié d'une multinationale, vous avez le même droit aux prestations. Ça, c'est la référence républicaine d'un minimum d'égalité de droits. C'est notre construction. Alors certes, vous bénéficiez d'un système d'assurance chômage sans être syndiqué. Eh oui, eh ben ça fait partie de la logique républicaine. D'autres pays, et c'est leur choix, et je ne juge pas. Vous avez dans les pays nordiques, si vous êtes salarié du privé, vous adhérez à une caisse qui est une des caisses gérées par les organisations syndicales. De fait, vous devenez syndiqué. Voilà, donc vous avez des taux de syndicalisation très différents. Je ne dis pas les Nordiques ont tort, les Nordiques ont raison, mais c'est deux systèmes qui sont différents et qui expliquent, par exemple, quand on regarde les statistiques de l'Organisation internationale du travail, la France est encore aujourd'hui le premier pays au monde en termes de couverture conventionnelle ou statutaire des salariés. Alors certes, c'est bien souvent dans le privé, dans les grandes entreprises, il y a des accords, bien entendu, mais des conventions collectives nationales qui existent. Hein, il n'y a pas que la France, ça existe, mais on a un taux de couverture conventionnelle ou statutaire de plus de 90%. C'est le premier pays au monde en termes de couverture conventionnelle ou statutaire. Alors, pendant que vous avez la parole, parce que je vais la redonner évidemment à Pierre Cahuc, mais quand Bernard Vivier dit ce qui me frappe dans le contexte actuel, c'est que les syndicats, globalement, ont fait un pas. Et probablement un pas idéologique assez substantiel par rapport à ce qu'était leur culture pour accepter cette notion de compétitivité et accepter probablement qu'il y avait un transfert partiel du rôle de l'État protecteur vers une responsabilité partagée des partenaires sociaux pour exercer le même rôle. Vous dites oui, il a raison, Bernard Vivier? Oui et non. Attendez, la question de la compétitivité, il doit y avoir 60 rapports en France depuis 20 ans sur la compétitivité. On en a débattu maintes et maintes fois. Il n'y a pas que le rapport gallois. Nous avons toujours considéré que les problèmes essentiels de la compétitivité, c'est ce qu'on appelle sur la compétitivité hors coût. Et là, il y a effectivement, comparaison avec l'Allemagne, des choses dont on parle depuis 20 ans sur la place des ETI, par exemple, en France, à différence de l'Allemagne, ce que disait l'interlocuteur tout à l'heure, également sur la place des entreprises familiales, ce sont des éléments déterminants, notamment sur ce qu'on appelle la compétitivité hors coût. Donc ça, la compétitivité, c'est pas un gros mot, ça dépend c'est comme la flexibilité, ça c'est pas une question de vocabulaire, c'est une question de contenu sur ce genre de choses. La flexibilité, elle existe en France. Elle a même existé, elle s'est même renforcée après les 35 heures. Les 35 heures ont été aussi l'outil, d'une certaine manière, pour mettre en place les modulations horaires, pour mettre en place l'annualisation. La France est un pays, y compris en termes de rémunération, non pas sur le salaire, mais sur l'intéressement, qui assure une flexibilité des rémunérations. C'est de l'intéressement, c'est pas sport. Mais est-ce qu'on est dans une évolution? C'est ça que je voudrais savoir. La principale évolution, à la limite ces dernières années, c'est l'accord de 2008 sur le marché du travail.
quand nous acceptons après bien des difficultés et bien des discussions... La rupture conventionnelle. Eh ben oui, attendez, sauf qu'aujourd'hui, quand on fait un bilan, qu'on n'a toujours pas fait d'ailleurs, on devait le faire, on ne l'a toujours pas fait, on considère qu'il y a des dérapages. On considère qu'il y a des dérapages. Donc, le problème aujourd'hui, c'est pas que... Il y a deux logiques qui s'affrontent derrière cette négociation, qui sont y compris de logique économique. Nous considérons, en tous les cas mon organisation, considère qu'on ne sortira pas des difficultés actuelles en disant, voilà, le seul moyen d'en sortir, c'est faire plus de flexibilité. Je vais vous livrer l'anecdote, mais elle et puis après, je redonne la parole à Pierre Cahuc. Elle est significative. Il faut qu'il y ait un vrai débat. Quand des employeurs, des représentants des employeurs me disent, Monsieur Mailly, il y a un problème sur les prud'hommes. Je dis, oui, c'est quoi le problème? Quand on est chef d'une TPE ou d'une PME, on peut se faire attaquer au prud'homme, ça, effectivement, ça peut arriver par un salarié. On ne sait pas combien in fine on va payer et on ne sait pas combien de temps la procédure va durer. Moi, je conçois très bien qu'un chef d'entreprise TPE ou PME, il n'a pas de DRH, il ne connaît pas le code du travail, il a le nez dans le guidon sur ses marchés, etc. Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Il appelle un avocat. Et il y a une procédure qui existe qui s'appelle la procédure de conciliation, qui permet justement de faire des délais très courts et de se mettre rapidement d'accord sur les montants, qui n'est pas utilisée. Pourquoi? Parce que l'avocat, il n'a pas intérêt à ce que la conciliation marche. Lui, c'est son chiffre d'affaires qui diminue. Et l'entreprise fait confiance à l'avocat. Que l'on facilite le recours aux conciliations, mais ce n'est pas besoin de réformer les prud'hommes pour ça. Utilisons ce qui existe. Ne construisons pas d'autres usines à gaz. Voilà un des points de la négociation en ce moment. Je ne relance pas la discussion parce que je voudrais vraiment donner la parole à Pierre Cahuc. Mais quand je vous entends, Jean-Claude Mailly, j'ai l'impression qu'on se rend compte un tout petit peu tôt par rapport au temps politique et syndical de notre pays. C'est-à-dire que on a l'impression, quand on est observateur, qu'il est en train de se passer plein de choses, mais de mettre des mots sur ces choses, ça vous gêne. Vous n'êtes pas prêt, parce que ça serait déjà peut-être céder trop tôt du terrain dans une négociation qui, par ailleurs, est stratégique pour vous et pour tout le monde. Non mais, c'était mon impression, vous n'êtes pas obligé de la partager. Non, Pierre Cahuc, est-ce que Jean-Claude Mailly ne vous oblige pas au moins à préciser un tout petit peu votre pensée? Parce qu'il a répondu, mais on a des comptes certifiés, maintenant les syndicats et le patronat sont gérés selon des normes assez transparentes. J'ai l'impression que votre propos ne se limitait pas à la question des comptes des organisations syndicales. Mais... Oui, la transparence est un élément. On ne peut pas se contenter de vous faire cette réponse sur le marronnier. Je pense que c'est parce que c'est un marronnier que c'est un problème. Je veux dire, la Grèce aujourd'hui... Oui, mais c'est une réponse qu'on fait lorsqu'il y a des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre. Et la Grèce était dans cette situation, on voit là où on en est aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que quand on regarde simplement les données d'un point de vue empirique, on se rend compte que les pays qui s'en sortent bien sont les pays qui ont réglé ces problèmes, à la fois dans le monde syndical et dans le monde politique. Lisez le rapport de Transparency International, il est publié tous les ans, et vraiment c'est un des éléments extrêmement déterminant de la performance économique et surtout du bien-être social. C'est un point qui est essentiel. Alors effectivement, si vous voulez, moi ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, finalement, la balle est dans votre camp. La balle est dans votre camp parce que l'autosyndicalisation, effectivement, chute, il est très bas, il n'y a pas de dialogue social dans l'entreprise. Toutes les enquêtes... Moi, je suis désolé, Pierre Cahuc, vous parlez de votre chaire de professeur. Moi, je vis ça dans les entreprises tous les jours. Alors, attendez, vous parlez comme un universitaire. Vivez un peu le terrain aussi. Je suis désolé. Il n'y a pas de dialogue social dans l'entreprise. Enfin, pour prenez les grandes entreprises dans cette salle, ils vont vous dire qu'il n'y a pas de dialogue social. Mais dans quel monde vous vivez? Je suis désolé. Descendez de votre piédestal, je suis désolé. Je ne sais pas qui est sur le piédestal ici, non, mais enfin... le sujet n'est pas celui-ci. Le sujet, si c'est que je rencontre énormément de chefs d'entreprise qui me disent tous rencontrer les salariés unanimement et des salariés qui me disent et des syndicalistes qui me disent être très déçus de la manière dont fonctionne le dialogue social, qu'il y a des rigidités énormes dans le dialogue social. Et relisez le rapport de Davos ou d'autres sur la qualité du dialogue social en France, 133e sur 142e. Donc je ne pense pas qu'on puisse se satisfaire de cette situation. Et la question que je vous pose, c'est comment comptez-vous la faire évoluer? Il y a des problèmes structurels dans le dialogue social français, dans le syndicalisme français. Avez-vous une vision pour les faire évoluer? Ou êtes-vous content de la situation que nous avons aujourd'hui? Alors attendez, non, la question c'est moi qui les pose parce qu'elle serait très intéressante. Mais il faut... Non, mais elle est très bonne. Mais simplement, je voudrais que l'assistance puisse en poser aussi. Et je vois cette horloge qui est ma mauvaise conscience pendant toute cette journée, qui tourne. Je serais assez partisan de l'arrêter, mais c'est assez difficile. Nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale. Allez, question... Mais alors, je vous demande
demande vraiment questions très rapides, hein, et une seule question par personne. Allez, on monte les micros, allez, vite, parce que sinon, on va avoir beaucoup de problèmes. Levez les doigts pour les suivantes. Non, mais c'est là, madame, là-haut. Bon, alors, si vous préférez. Alors, allez-y. Philippe Carly. Juste une question. Alors, je serai entre les deux. Je pense qu'il y a un dialogue social en France, heureusement, parce que sinon on ne ferait jamais rien. Je crois que ce qu'a dit Alain Dehaze est juste, c'est que c'est excessivement compliqué, puisqu'on est dans un mode où on doit informer des partenaires sociaux qui, tant qu'ils estiment ne pas être suffisamment informés, ne peuvent pas donner un avis. Donc, je pense qu'il y a un problème de responsabilisation des acteurs qui est très différent en Allemagne, puisque moi j'ai aussi vécu en Allemagne, et en Allemagne parfois les partenaires sociaux sont beaucoup plus exigeants que le patronat pour faire les bonnes réformes, c'est-à-dire parfois ils sont même prêts à aller beaucoup plus loin en termes de réorganisation s'ils estiment que ce qui est proposé par la direction ne marche pas. Et donc je crois que là il y a un vrai enjeu social dans les discussions en cours. Alors je ne sais pas s'il faut l'appeler flexibilité ou quoi, mais je pense qu'on ne peut pas traiter un problème social si on ne le ramène pas au plus près des acteurs et donc de l'entreprise qui existe en Allemagne. Et j'espère que dans les discussions actuelles, on pourra aborder ce thème d'une manière ouverte. Et c'est une question que je pose indirectement donc à Jean-Claude Mailly, savoir si c'est des choses qu'on regarde avec des engagements des deux côtés. On vous a écouté, Philippe. On va continuer 2 ou 3 points de vue et ensuite on fera une réponse globale parce que sinon ça va prendre trop de temps. Alors là-haut pour monsieur, sans compter qu'en plus vous n'êtes pas obligé de poser une question. Votre contribution, comme celle de Philippe, est une contribution précieuse au débat. Monsieur, on vous écoute. Alors, avant ma question, deux remarques, et notamment sur ce qu'a dit monsieur. Une remarque ou une question. Bon, alors, une remarque et une question. Monsieur Mailly, vous parlez de la conciliation. Je vous rappelle que côté salarié également, il y a un avocat. Et pour avoir été moi-même au Conseil des prud'hommes, je vous rappelle également que beaucoup de ces avocats sont représentants d'une centrale syndicale. Ils ne poussent pas non plus à la conciliation. Donc attention à ne pas tout mettre sur l'employeur. Attendez, on ne vous entend pas. Est-ce que vous pouvez mettre le micro un tout petit peu plus loin de votre bouche pour le coup? Alors, est-ce que ça va mieux comme ça? Oui, bon. Allez-y, essayez. Je ne reviendrai pas sur la remarque. La question, c'est comment concilier rigueur et bien-être social? J'ai l'impression que pour l'instant, vous vous êtes envoyés les uns les autres des arguments à la figure. Est-ce que vous êtes prêts vraiment à dépasser ces positions idéologiques pour aller chercher une vraie réponse à ces questions? J'entends M. Cahuc, j'entends M. Mailly. À mon grand regret, j'en sors pas beaucoup plus riche qu'au début. Je n'ai pas l'impression que vous soyez prêts à dépasser ces situations-là. Êtes-vous vraiment prêts à répondre à la question comment concilier rigueur et bien-être social? D'accord. Allez, une autre remarque. Non, il y a un micro. Non, oui. Là-bas, allez, envoyez-la, vite. Hop, hop. Non. Allez, non, mais faites passer le micro, s'il vous plaît, voilà. Non, mais le micro arrive. Je ne vais pas perdre ma voix. Bien. Une remarque rapide. Je crois qu'effectivement, les délais sont très longs sur les plans sociaux, c'est clair. En même temps, le manque de transparence, il est des deux côtés. Il est des côtés des deux partenaires sociaux, l'employeur et les représentants du personnel, parce que rien n'empêche un employeur. Je parle en tant que professionnel des ressources humaines, hein, je suis DRH d'un groupe d'assurance. Donc, en tant qu'employeur, rien n'empêche l'employeur de dire un certain nombre de choses aux salariés. Donc le manque de dialogue, le manque de transparence peut être des fois du côté de l'employeur comme du côté des partenaires. Bon, donc là, évidemment, on a des procédures, etc., mais qui finalement, aujourd'hui, bon, tout le monde en a pris l'habitude et on sent finalement, on joue le jeu avec ce cadre que tout le monde déplore, mais en même temps que tout le monde accepte. Donc il peut y avoir un peu de courage des deux côtés. C'est mon témoignage. Très bien. La question... Bon. Ah, non, c'est bon, là. On n'a pas le temps. Ou alors très rapide la question. C'est dommage. Non, bon. Allez-y, vite. Oui, plus vous parlez, moins j'ai de temps. Franck Fassner, merci pour votre proposition sur l'artisanat. C'est effectivement ce qu'il faut faire. C'est aller là où il y a effectivement des forces vives et des gens capables de s'entendre. Et notamment en France, il y a des tas de bassins d'emploi où effectivement il se passe des choses intéressantes, au-delà de ces polémiques stériles et de ces jeux d'acteurs, en fait, qui sont bien représentatives, en fait, de notre état actuel. Donc, je fais référence au livre de Godet, par exemple, mais il y en a des tonnes d'autres, hein, sur les raisons d'espérer. Elles sont nombreuses,
parce qu'au niveau local, il se passe beaucoup de choses. La France n'est pas immobile, même si les élites sont sclérosées. Très bien. Alors, vos réactions aux uns aux autres. Alors, une dernière remarque ici, puis ensuite la réaction et on conclut. Oui, Philippe Simoneau, économiste. Est-ce qu'on ne pourrait pas poser la question du SMIC? Du SMIC? Oui, qui est une des causes de la faiblesse syndicale, puisque c'est le gouvernement qui fixe les salaires. Donc il n'y a pas besoin de dialogue social, puisque le gouvernement fixe chaque année le SMIC. Et d'autant plus, la question doit être d'autant plus posée que ce pays est le champion du SMIC. C'est dans ce pays où le SMIC a le plus d'importance. Et c'est aussi dans ce pays que le SMIC est la cause du chômage, notamment du chômage des jeunes. Très bien. Alors, les questions et les réponses. Remarque de Philippe Carli, renforcer la négociation dans l'entreprise, la fluidifier, la rendre plus facile. Est-ce qu'il y a une vraie volonté d'aller vers un dialogue social plus riche? Jean-Claude Mailly, c'est la question qui a été posée ici. Les ressources de l'artisanat et le SMIC. Allez, vous répondez les uns et les autres très très rapidement à ces questions et puis ensuite on conclut. Par rapport à ce que dit Philippe Carli, moi je rejoins, c'est l'un des points qui a été abordé à plusieurs reprises d'ailleurs, c'est la question de la confiance. Et effectivement, qu'il y ait du dialogue social dans l'entreprise, il y a des accords d'entreprise. Nous, ce que nous tenons, c'est qu'il y ait une structure de la négociation collective, qu'il y ait des accords interprofessionnels, des accords de branche et des accords d'entreprise. Bien entendu que le niveau de l'entreprise est aussi un niveau important, mais il doit y avoir les autres niveaux également. Et ça rejoint un peu une deuxième question, c'est notamment la question de l'anticipation. Est-ce que l'on peut effectivement, par une relation de confiance, se parler clairement dans l'entreprise? Alors, il peut y avoir des doutes des deux côtés. Aujourd'hui, il y a des entreprises où ça fonctionne, y compris dans notre pays, où librement, il y a des discussions sur la stratégie de l'entreprise, et ça se passe très bien. Il y a d'autres entreprises, ça peut être parfois de la responsabilité syndicale, d'ailleurs, ça, je suis d'accord, c'est pas uniquement de la responsabilité de l'entreprise, où la confiance n'est pas là, où on dit on ne va pas donner l'information parce que est-ce que ça va être une forme de délit d'initié, donc les choses ne se passent pas, et il y a eu trop souvent des exemples où ce qu'on appelle la GPEC a été en fait une gestion des restructurations et non pas une anticipation. Mais qu'il y ait une nécessité d'anticiper les choses en amont pour pouvoir effectivement mieux gérer les choses, ça, sur le principe, bien entendu, et là où ça se fait, ça marche, dans des entreprises, y compris des entreprises françaises, bien entendu. Sur le SMIC? Oui, non, écoutez, je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit sur le SMIC. C'est pas une surprise. Non, ce n'est pas une surprise. Vous savez, il y a une revendication des syndicats européens aujourd'hui qui est qu'il y ait un SMIC dans tous les pays européens. Et moi, je soutiens mes camarades allemands quand ils demandent qu'il y ait un SMIC en Allemagne. On a même envoyé des documents à nos camarades allemands pour voir comment le SMIC, ils nous l'ont demandé, était fabriqué en France. Ça ne veut pas dire qu'ils feront le même en Allemagne, mais y compris le DGB conçoit que dans les branches où il n'y a plus de SMIC aujourd'hui, exemple, je crois, l'agriculture, si ma mémoire est bonne en Allemagne, ça explique pourquoi sur la filière des fruits et légumes, la France est déficitaire et l'Allemagne excédentaire. Pierre Cahuc, une réaction aux questions, aux commentaires qui ont été faits dans la salle? Sur le SMIC, je rappelle que les syndicats des pays scandinaves sont opposés au SMIC. En Allemagne, le taux de salarialisation a chuté de 10% en 15 ans. Effectivement, Pardon ? Micro plus fort. Oui, je disais que les syndicats forts des pays du Nord sont farouchement opposés à un salaire minimum parce qu'ils veulent négocier, justement. Et je disais aussi qu'en Allemagne, le taux de syndicalisation a chuté de 10% en 15 ans. Le modèle allemand a des avantages, mais aussi montre que le dialogue s'effrite en Allemagne, d'une certaine manière, avec une énorme flexibilisation à la marge du marché du travail. Donc ce n'est pas forcément le modèle que tout le monde voudra suivre, même pour créer des emplois. Et on comprend que dans cette situation, effectivement, face à la chute de la syndicalisation, le SMIC, le salaire minimum, devienne une alternative, mais ce n'est sûrement pas, dans le long terme, une alternative qui sera favorable au développement du dialogue social. Bien, messieurs, je vous remercie. Je vais demander à Alain Dehaze de venir conclure cette table ronde, relativement brièvement peut-être. Et puis ensuite, frère Samuel viendra aussi nous livrer sa synthèse personnelle. Rebonjour. 3 points. Le premier, c'est que j'ai entendu 2 messages d'espoir et d'optimisme. En effet, le premier message, c'est qu'une société peut toujours réagir, peut toujours rebondir, qu'elle soit une société civile, une société économique.
Et on a entendu de beaux exemples. Ce matin, avec l'Allemagne, suite à la chute du mur, et 10 ans après, elle s'est complètement réinventée. C'est un bel exemple. L'Irlande, qui était vraiment tombée très bas, et qui s'est également a su se rebondir. Bien sûr, dans ces exemples, une constance. Il faut 3 ingrédients. La confiance, la vision et le sens du devoir. J'y reviendrai. Le deuxième message d'espoir et d'optimisme, c'est la priorité à l'emploi. Alors bien sûr, pour un acteur tel que nous, c'est important, mais surtout parce que je suis personnellement convaincu que l'emploi est le garant de la cohésion sociale. Et quand on parle de cohésion sociale, on pense surtout aux jeunes qui, partout en Europe, sauf dans 3 pays, connaissent un taux de chômage supérieur à la moyenne du pays. En France, c'est plus de 20% des jeunes de moins de 25 ans qui sont sans emploi. Alors bien sûr, je profite de l'occasion pour passer un message à M. Mailly et lui faire savoir que 40% des jeunes de moins de 25 ans trouvent un emploi grâce à l'intérim, un emploi de longue durée en CDI ou en CDD de plus de 6 mois. Et donc, je verrai avec beaucoup de difficulté qu'il fasse taxer ce véhicule et ce tremplin vers l'emploi. Merci. Le deuxième point, c'est que, après les différents débats, je reste convaincu de la force de l'expérimentation. Bien sûr, pour expérimenter, parfois il faut être dans des moments de rupture, mais il faut surtout être capable de se remettre en question, il faut être capable de sortir du cadre et de remettre en question des vieux tabous. Alors on a parlé de compétitivité, je suis heureux que ce vocabulaire ou ce mot revient dans nos conversations. On a parlé aussi de flexibilité parce que il y a quelques mois, ce mot était banni de notre vocabulaire. Et bien sûr, il faut aussi arrêter d'opposer les contrats longs aux contrats courts. Il faut aussi, à mon avis, arrêter de démoniser le monde de l'entreprise. Parce que, jusqu'à nos jours, on n'a pas connu d'autres entités qui puissent créer du travail, du bien-être social et même de réinsérer des personnes, notamment éloignées de la société, par le travail. Et puis je terminerai par un appel pour un intérêt supérieur. Nous devons prendre tous ensemble ici nos responsabilités, que l'on soit élu, que l'on soit chef d'entreprise. Nous devons faire évoluer notre société. Nous devons rebondir. C'est notre problème, c'est notre responsabilité. On ne peut pas la remettre à quelqu'un d'autre. Et pourquoi ne pouvons pas la remettre à quelqu'un d'autre ? Eh bien, parce que tous ici, nous avons des enfants, nous avons des petits-enfants, et il s'agit de leur organiser un futur dans ce pays. Et pour terminer, je dirais, ayons la confiance, l'optimisme, le sens de responsabilité et le courage, et nous y arriverons. Merci. Merci Alain Dehaze. Frère Samuel, nous vous attendons. Je vais essayer de faire court parce que vous avez faim. Moi, j'ai entendu 3 choses. La première, c'est qu'au fond, il y a une remise en cause très radicale de nos représentations sociales. Et qu'au fond, on est dans une espèce de ce que les psychologues appellent un double bind, c'est-à-dire une contradiction interne où nous voudrions conserver tous les avantages du système social, de l'organisation sociale que nous avons mis au point depuis 50 ans, un peu plus, 60 ans. Et en même temps, nous ne voulons pas responsables de manière personnelle. C'est-à-dire que nous voudrions bénéficier du système sans avoir à nous engager de manière personnelle. C'est ce qui, à mon avis, explique le fait qu'on est très heureux que les syndicats négocient pour que nous ayons encore des avantages. Enfin, pas dans ma profession, mais... et puis, par contre, on ne s'engage absolument pas derrière eux ou de manière personnelle vis-à-vis des avantages que l'on a acquis ou que l'on voudrait acquérir. Et donc, il y a une espèce de conjonction entre une espèce d'individualisme narcissique et une espèce de collectivisme résigné qui caractérise le malaise social global dans lequel nous sommes
Et je pense que moi, ce qui m'a frappé quand même dans le débat, c'est que je ne suis pas sûr qu'on prenne la mesure des mutations sociales dans lesquelles nous sommes. Quand vous voyez comment pense, comment fonctionne, comment se représente la vie sociale des jeunes de moins de 20 ans, nous sommes à des années-lumière des dinosaures qui sont dans cette salle, et dont je fais partie. C'est-à-dire que s'imaginer que la démocratie rousseauiste, que la France de l'après-deuxième guerre mondiale, qui est au fond une France rurale, qui émerge légèrement à la démocratie parlementaire, c'est fini, ça n'existe plus. Aujourd'hui, un jeune n'est absolument pas connecté sur son territoire. Il n'est pas connecté même sur sa famille, ou à peine. Il n'est absolument pas connecté sur l'État dont il fait partie, sur la patrie dont il fait partie, ou sur l'État qu'il régule. La seule chose, le monde dans lequel il est un monde beaucoup plus large. C'est un monde dans lequel, d'ailleurs, la réalité des individus est relativisée par la réalité des réseaux. Et donc, je pense qu'on ne prend pas tout à fait la mesure du décrochage de la vie sociale. Le réseau social, c'est un vrai lieu d'existence qui domine largement le café du coin ou l'Assemblée nationale. Donc je ne suis pas certain que là, on prenne la mesure du décalage générationnel radical qu'il y a entre, encore une fois, les dinosaures ruraux que nous sommes ici et cette génération de natifs digital qui pensent d'une toute autre manière la relation à l'autre et la relation au groupe. Je pense personnellement que ces représentations sociales, elles sont en train de muter à très haute vitesse et qu'il est parfaitement clair que la démocratie les modèles démocratiques sur lesquels nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui devront être complètement reconsidérés, notamment sur la base de à quelle communauté j'appartiens, où suis-je réellement engagé, de quoi fais-je partie, pourquoi est-ce que je vis avec les autres, quels sont ceux avec qui je suis engagé, voilà, qui sont à mon avis des questions fondamentales. La deuxième chose que j'ai entendue, c'est que la problématique, c'est celle de la solidarité, au fond, collective, au-delà des intérêts individuels immédiats. Et j'entends derrière, alors pour le coup, positivement, comment est-ce qu'il y a une attente des jeunes générations autour de 3 questions qui me semblent centrales. Celle de l'acceptation de l'interdépendance. Là encore, nous sommes sur un modèle, il me semble encore, social, de narcissisme individuel. Nous n'avons pas pris en compte la nécessité urgente d'accepter l'interdépendance. L'interdépendance lointaine, c'est la mondialisation, mais l'interdépendance courte, c'est-à-dire ceux avec qui je vis, pour le coup, dans le même immeuble ou dans le même quartier ou dans la même entreprise. Donc il me semble que là aussi, il y a une espèce de modèle culturel qui doit complètement être revisité, qui fait que nous sommes devenus trop proches les uns des autres pour ne pas nous faire du mal si nous ne faisons pas du bien. C'est-à-dire que la culture ou la vie sociale fondée sur la bienveillance, l'altérité et l'acceptation de l'interdépendance devient une condition de survie sociale. Et je ne suis pas certain que les modèles sociaux dans lesquels nous sommes en prennent, vous voyez, qui ont délégué au fond à l'État le rééquilibrage des inégalités et la protection sociale, prennent réellement en compte cette nécessité de revenir à la responsabilité immédiate, j'allais dire de visage à visage, de corps à corps, de personne à personne. La troisième chose que j'ai entendue, c'est l'importance des corps intermédiaires et leur importance dans la contribution à la corresponsabilité. Là encore, on est après cette espèce de mythologie de la relation directe de l'État aux citoyens qui continue à être célébrée dans l'élection du président de la République, mais qui est plus mythologique qu'elle n'est réelle. Revenir à une espèce de réapprentissage de la corresponsabilité empirique, aussi bien dans l'entreprise que dans la vie sociale. Il me semble que là, il y a un énorme enjeu. Et il me semble que les corps intermédiaires sont effectivement insuffisants. Je pense notamment à la manière dont ils sont souvent repliés. Enfin, autrement dit, les médiateurs s'approprient le droit à la médiation au lieu de servir ceux dont ils sont les médiateurs. C'est le grand défaut des corps intermédiaires. Mais il me semble, et ça je ne l'ai pas tout à fait assez entendu, le grand vide dans ces corps intermédiaires, ce sont ceux qui ont une fonction culturelle et intellectuelle. Je ne vois pas où sont les universitaires, les élites culturelles d'aujourd'hui ou de demain, ou simplement un monde culturel qui serait un vrai partenaire du monde économique et du monde politique. Autrement dit, c'est le vide de la pensée qui est sidéral. Et la question est de savoir quels sont les corps intermédiaires et comment est-ce que le monde de l'entreprise, aussi bien que le monde des différents acteurs sociaux, contribue-t-il à l'émergence d'une pensée qui puisse un tout petit peu envisager, à défaut du futur, au moins le présent. Merci. Merci beaucoup, frère Samuel. Merci Bernard Vivier, merci Jean-Claude Mailly, merci Pierre Cahuc, merci Franck Bassner.